Ils arpentent le Paris des années 60, 70 ou parfois 80. Et le tracé de leurs errances révèle les contours d'une autre carte, autrement plus enfouie. La carte d'une identité perdue. Vestige d'une période trouble autour de laquelle toute l'œuvre s'articule. La Deuxième Guerre mondiale, l'occupation. Cette époque qu'il n'a pas vécue prend chez lui une force d'évocation telle, acquiert une telle charge de vérité, même si elle est estompée par une mémoire souvent oublieuse, que Patrick Modiano a pu écrire de lui-même que sa mémoire précédait sa naissance. Oui, c'était une allusion à la période de l'occupation, parce qu'évidemment, j'ai toujours eu l'impression que j'étais issu de cette époque, enfin que c'était une sorte de terreau de laquelle j'étais issu, puisque finalement, c'est propre aussi à beaucoup de gens qui sont nés la même année ou l'année précédente, enfin 45, 44, 40. C'est qu'évidemment, souvent, évidemment, d'une manière très banale, c'est que quelquefois leurs parents ou les hasards dans lesquels ils sont nés, évidemment, ont été provoqués par les secousses qu'ont provoqué l'occupation. C'est vrai que des gens se rencontraient dans des périodes comme l'occupation qui ne se seraient jamais rencontrés dans des périodes de paix ou des périodes plus calmes, parce qu'il y avait les hasards, toutes ces périodes troubles provoquent des hasards. Et alors évidemment, c'est comme une nuit originelle, comme si l'occupation était une sorte de nuit originelle. On a l'impression qu'on a des souvenirs de choses qui ont juste précédé votre naissance, comme les... Louisa Colpane et Albert Modiano, les parents de Patrick, se rencontrent dans le Paris occupé de 1942. Louisa Colpane a alors 24 ans et débarque d'Anvers, où elle a grandi dans le milieu des dockers, avant de commencer une carrière d'actrice de music-hall et de figurante de cinéma. Albert Modiano, né en 1912 à Paris dans une famille juive d'Alexandrie, est un jeune homme instable, vivant de vagues combines et de projets chimériques. Ne s'étant pas fait recenser comme juif, il vit depuis le début de l'occupation sous une fausse identité. Elle, menacée d'être envoyée en Allemagne, est venue tenter sa chance à Paris. Les semaines suivantes, mon père et ma mère firent plus ample connaissance. Ils se retrouvaient souvent dans un petit restaurant russe, rue Faustin-Hélie. Au début, il n'osait pas dire à ma mère qu'il était juif. Depuis son arrivée à Paris, il travaillait au service synchronisation de la Continentale, une firme de cinéma allemande installée sur les Champs-Élysées. Lui se cachait dans un manège du bois de Boulogne, dont l'écuyer était l'un de ses amis d'enfance. Il baigne dans cette période, c'est-à-dire que il a non seulement lu, mais il a intériorisé quelque chose qu'il n'a pas vécu. Et c'est peut-être le grand paradoxe qui rapproche l'historien de l'écrivain, c'est que il est la mémoire de quelque chose qu'il n'a pas vécu. C'est par définition le travail de l'historien. Enfin, évidemment, on ne le fait pas de la même manière. Et il le fait aussi sur un mode obsessionnel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné, encore que j'en étais pas conscient tout de suite. Enfin, je l'ai réalisé après. C'est-à-dire, quand on parle de Modiano, on associe immédiatement l'occupation à Modiano, alors que je pense que c'est un écrivain qui mérite évidemment beaucoup plus. C'est pas simplement l'occupation qui est importante. Mais malgré tout, cette obsession est importante. Pourquoi? Pourquoi est-il, lui, né en 1945, obsédé par une période qu'il n'a pas vécue, au-delà de son parcours personnel, parce que c'est toujours un peu simple. Enfin, c'est un peu simple. Ça suffit pas de dire il a vécu ceci ou ses parents ont vécu cela, donc il est obsédé par... parce qu'il se fait... il exprime et il anticipe une obsession nationale. Enfin, c'est une banalité de le dire aujourd'hui. Hein. Quand on le disait il y a 10 ans, enfin je l'ai écrit il y a 10 ans, on disait, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, aujourd'hui c'est l'évidence même. C'est-à-dire que s'il y a une période qui obsède notre conscience nationale, c'est bien celle-là. Alors comment se fait-il qu'il a exprimé si tôt ce qui allait devenir une obsession nationale? C'est pas simplement parce qu'il a écrit des livres que nous sommes aujourd'hui préoccupés de cette période. Il exprime quelque chose qui est l'essence de sa génération, je crois. C'est dans un immeuble du quai Conti au bord de la Seine, la même où ses parents ont vécu pendant toute l'occupation dans une semi-clandestinité, que Patrick Modiano naît, le 30 juillet 1945. En feuilletant un journal, mes yeux s'étaient posés par hasard à la page des annonces immobilières. Et je lus, vide, appartement quai Conti, vue sur la Seine, 4e étage sans ascenseur, Danton 55-61.
Mon pressentiment se confirma quand je téléphonai. Oui, c'était bien l'appartement où j'avais passé mon enfance. Je ne sais pas pourquoi, je demandais à le visiter. L'homme de l'agence, un gros roux brillantiné, me précéda dans l'escalier. Au 4e étage, il sortit de sa serviette un trousseau d'une dizaine de clés et sans aucune hésitation trouva celle qui convenait. Il poussa la porte d'entrée et s'effaça. Après vous. Patrick Modiano passa son enfance dans cet appartement parisien, où flottait encore comme une odeur vénéneuse de l'occupation. Coïncidence troublante, avait vécu dans ces mêmes lieux l'un des écrivains les plus ambigus et les plus scandaleux du Paris allemand, Maurice Sachs. Les lieux sont toujours un peu... je m'en suis aperçu après, quand j'ai lu La chasse à courre, quand je devais avoir 17 ans, qu'il décrivait l'appartement, enfin il décrivait la vue sur le quai, tout ça. Enfin, évidemment ça m'a frappé. Et puis il décrivait aussi, bizarrement, il décrivait les 2 pièces qui donnaient sur la cour, dont l'une était ma chambre d'enfant, et ces 2 pièces, bizarrement, il les avait prêtées à un jeune homme qui était d'origine juive, qui avait écrit, qui avait écrit un livre chez Gallimard avant la guerre, très jeune, ce qui fait que cet appartement était bizarre parce que, enfin, qui était un exemple de l'occupation à la fois où avait habité ce garçon qui était entré dans la résistance et envoyé est mort à Dachau, et en même temps Sachs qui faisait des trafics d'or dans l'antichambre. Enfin. À cet instant, le bateau-mouche est apparu. Il glissait vers la pointe de l'île, sa guirlande de projecteurs braquée sur les maisons des quais. Les murs de la pièce étaient brusquement recouverts de taches, de points lumineux et de treillages qui tournaient et venaient se perdre au plafond. Dans cette même chambre, il y a 20 ans, c'étaient les mêmes ombres fugitives et familières qui nous captivaient, mon frère et moi, quand nous éteignions la lumière au passage de ce même bateau-mouche. Il y a chez Modiano comme une nostalgie première et obsédante, celle d'un paradis perdu et qui pourrait s'appeler l'enfance. L'enfance vagabonde, l'enfance aventureuse et inattendue, entre un père en voyage et une mère en tournée. J'ai jamais cultivé le côté de l'enfance qu'on trahit. C'est plutôt des circonstances de la vie qui font qu'on est... Oui, qu'on a... C'est pas d'une manière générale qu'on ne... Cette espèce d'angélisme de l'enfance qui dit qu'on trahit son enfance ou que l'enfance est le ver paradisaiement. C'est plutôt oui, d'avoir... de survivre, d'avoir survécu à des choses plutôt qu'un vague... que ce culte de l'enfance... c'est pas tellement... oui. C'est pas un culte, mais c'est quand même une perte. Oui, une perte qui est liée à des événements personnels, évidemment, de perdre la perte de votre frère. Oui, alors évidemment, ça donne une impression de remords dans une certaine manière, qui s'associe peut-être dans une certaine mesure à tous les trucs de l'occupation. Enfin, mais c'est pas du tout oui, c'est pas du tout de penser que l'enfant c'est quelque chose de... J'étais de plus en plus certain que le baptême avait eu lieu dans cette église. Quelle date ? M'a demandé la dame d'une voix très douce. Oh, l'été 1950. Et en disant l'été 1950, j'ai senti une bouffée de tristesse. À 5 ans, Patrick et son jeune frère Rudy sont envoyés à Biarritz et baptisés, par prudence. Inquiète de la guerre froide et du conflit de Corée, leur mère veut les mettre à l'abri. Comme si le traumatisme de l'occupation continuait et la peur que tout recommence. Juif et baptisé, comment être sûr de son identité, de son livret de famille? C'était l'époque où les tournées théâtrales ne parcouraient pas seulement la France, la Suisse et la Belgique, mais aussi l'Afrique du Nord. J'avais 10 ans, ma mère était partie jouer une pièce en tournée et nous habitions, mon frère et moi, chez des amis à elle, dans un village des environs de Paris.
Une maison d'un étage, à la façade de lierre. L'une de ces fenêtres en saillie que les Anglais nomment bow windows prolongeait le salon. Derrière la maison, un jardin en terrasse. Et aussi des bois, un aérodrome, les ruines d'un château et d'un bloc allemand, dont Patrick et son frère font leur terrain de jeu favori. Cette époque fut celle des collèges et des pensions, dans ce qui s'appelait encore la Seine-et-Oise, où le jeune Patrick retrouvait d'autres adolescents comme lui livrés à eux-mêmes, fils de diplomates en poste lointain, d'aristocrates plus ou moins ruinés, d'aventuriers douteux. Plus tard, Patrick Modiano décrira ce climat comme un mystérieux mélange d'atmosphère champêtre à la Grand Moulin et de romans noirs, alors que la radio retentit du procès des massacreurs d'Oradour-sur-Glane. Période d'imprévu et de sortilège, interrompue par la mort de Roudy emporté par une leucémie à l'âge de 10 ans en 1957. Un drame absent de l'œuvre future, mais littéralement inscrit en elle, sous forme de dédicace en tête de presque tous les premiers livres. Quelques années après, revenu à Paris, l'adolescent part à la découverte de la rive gauche et de Saint-Germain-des-Prés. C'est à ce moment-là sans doute que naît sa passion pour la capitale. L'un de mes derniers souvenirs de Saint-Germain-des-Prés remonte au lundi 18 janvier 1960. J'avais 14 ans et demi et je m'étais enfui du collège. J'avais marché jusqu'à la Croix de Berny en longeant les hangars de l'aérodrome de Villacoublay. Ensuite, j'avais pris un car jusqu'à la porte d'Orléans et le métro. J'étais descendu à Saint-Germain-des-Prés. Au bout de la rue Bonaparte, j'étais venu échouer dans le café-tabac qui fait le coin de la rue et du quai, chez Malafosse. Du moins, c'était mon père qui l'appelait ainsi. Après le déjeuner, nous nous retrouvions avec ses amis dans son bureau et il me disait « Va chercher des Partagas chez Malafosse ». Bien sûr que j'ai été, quand j'étais adolescent, ça a commencé par Balzac, tout ça, La fille aux yeux d'or, toute cette espèce de vision de Paris fantasmagorie, cette espèce qu'avait Balzac dans les scènes de la vie parisienne, tout ça me fascinait, tout ce qui est... Quand on parlait des romans noirs et tout ça, tout ce décor urbain me fascine, mais je veux dire, ce sont les hasards de la vie parce que je suis attiré aussi par des livres comme où ce sont des paysages naturels, où c'est la campagne, enfin les choses qui m'ont le plus ému finalement, c'est quelquefois des passages de romans anglais comme chez Thomas Hardy qui racontent dans Tess d'Uberville où il raconte admirablement quand il raconte des paysages de campagne, les moissons ou dans tel passage de Tolstoï où il sait. C'est-à-dire que c'est une sorte d'infirmité de ma part. J'aurais rêvé aussi de pouvoir, au lieu de paysages urbains, de pouvoir écrire un grand roman. On rêve comme ça, à la Thomas, enfin je veux dire, un grand roman qui se passe à la campagne ou une histoire d'amour qui se passe avec ou dans un entourage de nature, de campagne et tout ça, parce que c'est magnifique. Mais les hasards, évidemment, ont voulu que je sois né à Paris, que je sois un produit urbain. J'éprouvais un soulagement quand je passais de la rive gauche à la rive droite de la Seine en traversant le pont des Arts. La nuit était déjà tombée. Je me retournais une dernière fois pour voir briller au-dessus de la coupole de l'Institut l'étoile du Nord. Tout le quartier de la rive gauche n'était que la province de Paris. Dès que j'avais abordé la rive droite, l'air me semblait plus léger. Je me demande aujourd'hui ce que je fuyais en traversant le pont des Arts. Peut-être le quartier que j'avais connu avec mon frère et qui sans lui n'était plus le même. Rive droite,
Patrick Modiano pousse parfois ses expéditions jusqu'à Pigalle et la place Clichy. Sa mère, comédienne de boulevard, qu'on verra également à l'écran dans les Rendez-vous de juillet et dans Bande à part, joue alors dans un théâtre de la rue Fontaine. Il attend dans la loge la fin du spectacle ou se promène dans le quartier, seul. Dans les rues chaudes, louches, interlopes, entre théâtre et cabaret, artistes et voyous, naissent des images proches de films noirs comme Touchez pas au Crispy, qui ressurgiront 20 ans plus tard dans ses romans. Parallèlement à ce quartier de Pigalle, Clichy, il y avait le côté Champs-Élysées aussi parce que mon père était souvent dans ce quartier où il me traînait. Quand j'avais 14 ans, il avait des rendez-vous dans des halls d'hôtel Champs-Élysées. Et aussi, le quartier des Champs-Élysées, pour moi, a été une image très bizarre parce que il y avait encore des bars, aux Champs-Élysées, des bars où, souvent, du côté de l'avenue, côté gauche, j'avais monté des espèces de bars. C'était pas d'ailleurs très bizarre, c'était des bars où il y avait une atmosphère de hippique, enfin de jockey. C'était des bars de gens de chevaux, comme ça, du côté de l'avenue Mont. Ou alors les halls d'hôtel, comme le Claridge ou des shows. Et alors là, il y avait une atmosphère qui est un peu bizarre, qui me... peut-être parce que je l'associe à mon père qui fréquentait enfin, et pour moi c'était des quartiers qui étaient liés à l'occupation et qui avaient une sorte d'ambiance, je dirais pas de trouble, parce que finalement c'était moi qui voyais des choses, mais c'était quand même très lié à l'occupation. Un soir de 1942, près du cinéma Biarritz, mon père s'est fait rafler par les hommes des commissaires Schweblin et Permilleux. Beaucoup plus tard, vers la fin de mon enfance, je l'accompagnais à ses rendez-vous dans le hall du Claridge. Et nous allions dîner tous les deux au restaurant chinois tout près, dont la salle était au premier étage. Avait-il un regard vers l'autre trottoir de l'avenue, où attendait, quelques années auparavant, le panier à salade qui l'emmènerait au dépôt? Dans cette incessante traversée de Paris, Patrick Modiano trouva un jour un complice actif, en la personne du dessinateur Pierre Le Tan. Tous deux ont arpenté ensemble les recoins les plus insolites, les plus secrets, les moins monumentaux de la capitale. Qu'est-ce qui vous attirait particulièrement dans l'univers de Patrick Modiano? Oui, une ambiance de Paris très, très particulière. Enfin, il parlait de toutes sortes d'endroits que pas beaucoup de gens connaissent, mais que je sais pas, que par hasard je connaissais, ou des endroits dans le 17e arrondissement, par exemple, enfin, Paris pas du tout pittoresque, mais curieux. Un peu secret, un peu caché. Oui. Paris plutôt nocturne ou un peu clandestin. J'avais envie de faire un livre justement où on voyait tous ces, enfin certains de ces endroits, et puis où il y aurait des personnages comme ça dont la plupart sont basés en fait sur des personnages réels. Enfin tout ça c'était pour reconstituer une espèce d'ambiance. En fait, oui, malheureusement, il y a beaucoup de ces endroits qui n'existent plus du tout. Comme aucun de ces bars n'existe. Ils ont tous disparu. Il y a aussi la vitrine d'un bottier qui n'existe plus. Donc tout ça, c'est... Vous avez fixé certains lieux avant qu'ils disparaissent? Oui, tout ça, ça a disparu. J'essaye de retrouver la disposition de l'ancien cinéma du Pax, mais je ne sais pas si c'était dans... Il me semble plutôt que c'était dans ce sens. L'écran était de ce côté-là. Oui, alors là, ça devait être la travée centrale en direction de l'écran, et les balcons devaient être là-haut. Alors évidemment, ça fait un peu bizarre de se retrouver parmi les produits de... Mais il y avait une espèce de scène de théâtre avec un rideau rouge, mais évidemment c'est peut-être le souvenir qui
embelli un peu tout, mais ça me semblait très... Quand on a commencé à aller au cinéma pour voir des films de grandes personnes, entre guillemets, ça a correspondu à la nouvelle vague, si bien que on avait l'impression... On allait au cinéma pour voir les premiers films, les 400 coups de Truffaut, ou les À bout de souffle de Godard. Et ils avaient la chance, au fond, ces gens de la nouvelle, d'avoir fait des films nouveaux, mais en même temps d'avoir profité aussi de l'ancienne magie de toutes ces salles. Finalement, ce qui est curieux, c'est que quand on revoit tous ces films... Alors évidemment, sur le moment, ce qui me frappait, c'était, oui, dans les 400 coups, évidemment, c'était une manière de filmer... Enfin, ça correspond... Le personnage avait mon âge, tout ça, alors ça... Et puis... Mais alors, quand on revoit ces films, maintenant ça fait près de 35 ans après, il se passe une chose auquel peut-être les réalisateurs ne prévoyaient pas, c'est que on voit, comme ils tournaient en extérieur, ce Paris des années 59, 60, 61, qui, moi ça m'aime beaucoup évidemment, parce que c'était le Paris de mon adolescence. Ce Paris est dans un éternel présent. La manière très nonchalante comme c'est filmé fait que les Champs-Élysées, Saint-Michel, tout ça reste au présent. Enfin, tout ce Paris de 60, 61, qui est celui qui frappe le plus, évidemment, quand on a cet âge-là. Dans ce Paris des années 60, Patrick Modiano, alors élève au lycée Henri IV, fait une rencontre déterminante, celle de l'écrivain Raymond Queneau, un ami de la famille. L'auteur de Zazie dans le métro est alors au fait de sa gloire. Vous écrivez, quand on parle de voiture, vous écrivez voiture, parce que effectivement, on dit souvent, qu'est-ce que tu as fait de la voiture? C'est comme ça qu'on prononce, oui. Ça. Alors, ça on prononce avec certaines. Oui. Vous dites généralement. voiture. Je ne dis rien. Ça s'écrit H-O-U-A-T-U. J'avais eu l'occasion de le rencontrer quand j'avais 14-15 ans, comme ça par hasard, et j'avais des problèmes, parce qu'à l'époque, il y avait une discipline qui s'appelait la géométrie dans l'espace, et j'avais des problèmes j'étais absolument nul dans ce... Alors il m'en avait parlé, puis comme lui était... Et très gentiment, il m'avait... Parce que j'allais le voir souvent le samedi, comme ça, enfin... Et il m'avait... Très gentiment, il m'avait dit, il m'avait expliqué comment ça se passait, puis alors chaque fois que j'allais le voir, il me donnait des tuyaux, enfin il me donnait presque des cours de... géométrie dans l'espace. Oui, bizarrement, de géométrie dans les... Et alors ensuite, quand vous avez eu terminé la place de l'Étoile, vous le lui avez montré? Oui, je lui ai montré, mais évidemment, j'étais un peu intimidé, enfin... Puis je pensais que ça l'intéresserait pas tellement. Enfin, oui, c'est lui qui m'a encouragé, parce que, enfin, c'est-à-dire avant d'écrire, il m'encourageait tout. Enfin, parce qu'il me demandait ce que je voulais faire. Alors, timidement, je lui disais que je voulais écrire. Alors, il me disait qu'il fallait que je lui... Parce qu'il a eu toujours une attitude très... il a toujours été quelqu'un qui s'est intéressé aux gens très jeunes comme ça. Enfin... La première fois que j'ai entendu parler de Patrick, c'était au comité de lecture. Raymond Queneau rendait compte de son premier manuscrit qui s'appelait La place de l'Étoile. Peut-être je ne me serais pas souvenu de tout ça s'il n'y avait pas eu la suite. Et Queneau disait que c'était un jeune homme dont il connaissait la famille, qui lui avait remis ce manuscrit, qui était plein de talent, mais malheureusement totalement scandaleux et à son estime quasiment impubliable parce que le père de l'auteur était juif et qu'à l'intérieur du roman il y avait des propos quasiment antisémites, bien que le héros du livre soit lui-même juif et qu'il y avait des rapports avec les collaborateurs, etc. Donc il était à la fois plein d'admiration d'une certaine façon pour ce jeune homme et son talent, mais scandalisé par le livre, totalement scandalisé. Puis le livre, bon, il a dû être écarté. Moi, je n'ai pas su la suite, enfin, je ne m'en suis pas occupé. Et puis, il y a quelque temps de là, très peu de temps après, je déjeunais avec Jean Caux, et comme il était secrétaire de Sartre,
et que moi je m'occupais des œuvres de Sartre, il me dit, écoute, c'est pas pensable, vous avez refusé un jeune auteur que je connais, c'est absolument épatant ce qu'il a fait, vous faites une bêtise sans nom, tu veux pas regarder ça? Il me passe le manuscrit que je lis immédiatement, et puis je vais trouver Gaston, et je lui dis, Gaston Gallimard, pardon, et je lui dis, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais il faut prendre ça, c'est un type tout jeune et c'est bourré de talent. Gaston Gallimard, lui, il n'hésitait pas dans ces cas-là. Il m'a dit, vas-y, prends-le. Donc j'ai téléphoné à Caux, je lui ai dit, on prend le livre, etc. etc. Ben, peu de temps après, j'ai vu arriver l'immense Patrick, plein de timidité, qui est venu signer son contrat. Ça devait être 67, quelque chose comme ça. Je suis retourné dans ce quartier il y a 20 ans, à peu près à l'époque où j'avais revu Jandé. Un mois de juillet et un mois d'août, j'ai habité une minuscule chambre mansardée, square de Grésivaudan. Le lavabo touchait le lit, le bout de celui-ci était à quelques centimètres de la porte, et pour entrer dans la chambre, il fallait se laisser basculer sur le lit. J'essayais de terminer mon premier livre. La place de l'Étoile. Le premier roman paraît au printemps 1968. Les étudiants sont dans la rue, le pays paralysé par la grève générale. Âgé de 23 ans, Patrick Modiano observe ce qui se passe sans y participer. Pendant que d'autres lisent Marcuse et Bakounine, lui est plongé dans Fitzgerald et Carson McCullers. Comment, face à de tels événements, le roman d'un inconnu sur une époque aussi lointaine que l'occupation ne passerait-il pas inaperçu? Pourtant, le livre est remarqué et obtient le prix Roger Nimier, dont le jury est présidé par Paul Morand. Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit « Pardon, monsieur, où se trouve la place de l'Étoile ?» Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine. C'était le temps où je dissipais mon héritage vénézuélien. Certains ne parlaient plus que de ma belle jeunesse et de mes boucles noires, d'autres m'abreuvaient d'injures. Je relis une dernière fois l'article que me consacra Léon Rabatette dans un numéro spécial d'Ici la France. Jusqu'à quand devrons-nous assister aux frasques de Raphaël Schlemilovitch? Jusqu'à quand ce juif promènera-t-il impunément ses névroses et ses épilepsies, du Touquet au Cap d'Antibes, de la Baule à Aix-les-Bains? Je pose une dernière fois la question. Jusqu'à quand les métèques de son espèce insulteront-ils les fils de France? Jusqu'à quand faudra-t-il se laver perpétuellement les mains à cause de la poisse juive? Dans la place de l'Étoile, il est fait très souvent allusion à Céline, à Rebatté. Ce sont des auteurs que vous lisez pour écrire ou qui vous ont fait écrire? Oui, c'est-à-dire que là, il faut faire une différence entre Céline et puis Rebatté, parce qu'en fait, c'est pas le même. Ouais. Parce que Céline, bon, c'est un romancier c'est tout un univers, c'est un romancier qui m'a... Enfin, oui, ça m'a beaucoup frappé quand j'avais 17 ans, Le Voyage bout la nuit. Robert de Brasillac, c'est différent parce que c'était des bouquins que j'avais trouvés quand j'avais 14-15 ans. Et alors, ça c'est lié à l'antisémitisme parce qu'au fond, c'était leur antisémitisme qui m'avait frappé. Et quand j'avais écrit mon premier livre, c'était comme une réponse, si vous voulez, parce que j'avais... c'est compliqué. C'était une sorte de réponse à ces jeux. Enfin, finalement, c'était leur antisémitisme qui m'avait beaucoup marqué. Nous glissions le long de la route des lacs. L'enfer commence à la lisière du bois. Boulevard Lannes, boulevard Flandrin, avenue Henri Martin. Ce quartier résidentiel est le plus redoutable de Paris. Le silence qui régnait jadis, à partir de 8 heures du soir, avait quelque chose de rassurant. Silence bourgeois, de feutre, de velours et de bonne éducation. On devinait les familles réunies dans le salon après dîner. Maintenant, on ne sait plus ce qui se passe derrière les grandes façades noires. De temps en temps, une automobile nous croisait tout feu éteint. J'avais peur qu'elle ne s'arrêtât et nous barra le passage.
Patrick Modiano, Les boulevards de ceinture, c'est votre troisième livre, c'est ça? Oui, le troisième. Vous tournez vers le passé dans vos livres, pourquoi? Bon, parce que le passé offre plus de possibilités romanesques, parce qu'il est voilé par une espèce... Il y a une espèce de lumière plus intéressante que dans le présent ou l'avenir. Il y a une espèce de flou comme ça, qui est plus... Dans le cas des boulevards de ceinture, il s'agit de la période de l'occupation, que pourtant vous n'avez pas connue. Oui, mais c'est pas du tout une occupation telle qu'elle a eu lieu dans la réalité. C'est une occupation revue à travers un fantasme, une espèce... C'est une occupation complètement imaginaire. Vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans. Comment avez-vous eu ces images de l'occupation vous-même? Oh, je les ai eues par... Dans mon enfance, j'entendais des gens parler de l'occupation parce que c'était encore très proche. Puis ensuite, ça a eu n'importe... J'entendais des propos fusés comme ça. Alors, avec l'imagination de l'enfance, ça me... Et puis ensuite, il y avait un climat qui me plaisait, une espèce de climat de blackout un climat un peu trouble. En 1974, Patrick Modiano signe le scénario de La Combe-Lucien, film de Louis Malle sur le destin d'un jeune paysan gestapiste français qui va provoquer controverses et polémiques. Venez avec moi. Que les gamins, comme tout le monde. Non, non, mais pour qu'ils se prennent ces deux-là. Allez, derrière. Non, d'où elle sort, celle-là, quand même. Alors, ça fait un moment qu'on attend. Et ça, oui. Aujourd'hui, les gosses se sont tout permis. Reste qui alors, et vous, monsieur, vous dites rien, quoi? Allez, mademoiselle, allez. Allez. Ça fait 1 heure que j'attends. Vous croyez que je vais me laisser faire? Priorité, police allemande. On s'en fout de la police allemande. Vous croyez pas que vous exagérez un peu? Dis donc, toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Police allemande. Travaillez avec Monsieur Tonnet? Oui. Excusez-moi, vous ne connaissez pas. On est encore à l'époque des années 70 où bon, le gauchisme n'est pas terminé, le marxisme est très dominant. Enfin bref, ce sont des choses très importantes dans le climat intellectuel. Or, Modiano se démarque complètement de cette approche idéologique pour nous dire ce qui est important dans le comportement d'un individu. Ce ne sont pas ses choix idéologiques tels qu'on peut les exprimer de façon comme ça un peu directe. Il a choisi la résistance ou choisi la collaboration. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qui a trait à un milieu, qui a trait à une psychologie, qui a trait au hasard. Et c'est ça qui a choqué énormément à l'époque. C'est ça qui a choqué parce qu'on avait besoin, précisément à ce moment-là, d'un discours très tranché. Hein, si on choisissait la collaboration, c'est qu'il y avait de bonnes raisons politiques, sociales, etc. Et si on choisissait la résistance, au contraire, c'est qu'il y avait des raisons tout aussi tranchées. Or là, on nous montre quelqu'un qui ne correspond peut-être pas à un archétype de gestapiste français, et pas de milicien, hein, c'est pas un milicien, contrairement à la légende, mais bon, un paumé. Alors bien sûr, on peut juger le parcours de son personnage, ce qui a été fait à l'époque. On peut trancher, on peut dire c'est un sale collabo, entre guillemets, mais je pense que le film va beaucoup plus loin, parce qu'il nous montre toute l'ambiguïté des rapports humains dans une période tout à fait exceptionnelle. Après la rencontre avec l'écrivain Emmanuel Berle, qui donnera naissance à un livre d'entretien, Patrick Modiano poursuit jusqu'au ressassement la quête de ses origines. Plongeant sans cesse dans la période trouble de la guerre et de l'après-guerre, le jeune écrivain tente de comprendre sa propre histoire, de reconstituer sa propre identité. Livret de famille, paru en 1977, baigne ainsi dans une lumière incertaine, entre chien et loup. Il rôde des êtres flous et souvent insaisissables, tandis que l'autobiographie la plus précise se mêle aux souvenirs les plus imaginaires. C'est un peu des personnages qui me ressemblent, comme des espèces de... Comme dans les glaces, où il y a... Quand il y a 2 glaces superposées, il y a une enfilade. Mais si je vous entends bien, c'est que les souvenirs inventés valent bien finalement les vrais souvenirs. Oui, parce que finalement, ils sont
pas vraiment, ils sont pas vraiment inventés, c'est des choses composites. Il y a une part de vérité, puis des choses qu'on vous a racontées, et puis tout ça, ça forme un entrelac bizarre qui fait que vous êtes composé de toutes ces... L'Académie Goncourt vient de décerner le prix Goncourt 1978 au 3e tour à Patrick Modiano pour son roman Rue des boutiques obscures et l'ensemble de son œuvre. Quelle est votre ambition maintenant qu'à 33 ans, vous êtes arrivé au sommet de la récompense littéraire? Ben, il faut repartir à zéro, il faut continuer à écrire oui, tout est oublié, tout ce que... Il faut repartir comme si on n'avait rien écrit. Comment il a réagi face au succès qu'on peut dire qu'il a eu dès le départ? J'ai rarement vu quelqu'un que le succès a aussi peu modifié. Enfin, bon, il s'est jamais pris, encore une fois, au sérieux. Il n'aime pas, d'ailleurs, il n'aime pas se montrer, il n'aime pas, vous savez, bon, comme il est, c'est un assez bel homme, en tout cas toutes les femmes le disent, il est beau, Patrick, il est grand, et il y a des gens qui l'ont reconnu dans la rue, puisqu'il a passé des émissions à la télévision, ce qu'il n'aime pas faire du tout. Et les gens lui disent, vous êtes Patrick Modiano? Il dit, non, 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 non. Non, 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 vous devez vous tromper. Oui, 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 on m'a déjà dit que je ressemblais un peu. Et il se défile. Voilà. Il posa la tasse au milieu de la table en soufflant aussi fort qu'un coureur de marathon à l'arrivée. Monsieur, ça vous dit quelque chose, Coudreuse? Coudreuse, il habitait là-haut, au 2e étage. Il avait une fille, non? Il sourit. Oui. Une jolie petite. Vous l'avez connue? Non, mais j'en ai entendu parler. Attendez, me dit-il. Je vais vous montrer quelque chose. Tenez, regardez. Il s'était assis en face de moi et me tendait un vieux magazine de mode sur la couverture duquel il y avait une jeune fille, les cheveux châtains, les yeux clairs, avec ce je ne sais quoi d'asiatique dans les traits. Je la reconnus aussitôt. Denise. Elle portait un boléro noir et tenait une orchidée. Un homme dont le prénom était Pedro, Anjou 1528, 10 bis rue Cambacérès, 8e arrondissement. Il travaillait dans une légation d'Amérique du Sud, paraît-il. La pendule que Hutt a laissée sur le bureau marque 2 heures du matin. En bas, avenue Niel, il ne passe plus que de rares voitures et j'entends quelquefois crisser leurs freins au feu rouge. Je feuillette les vieux bottins, en tête desquels se trouve la liste des ambassades et délégations, avec leurs membres. Les lettres dansent. Qui suis-je? Souvent, les romanciers font un travail de documentation, par exemple, là, c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est plutôt une espèce, à l'aide de l'utilisation des bottins, ou c'est toujours, on dit toujours des matériaux nobles, là, c'est vrai que ce sont des matériaux qui ne sont pas très... C'est des matériaux un peu comme de chiffonnier, c'est-à-dire c'est un peu comme les couturiers pendant l'occupation qui essayaient de faire des robes de haute couture avec enfin, comme il n'y avait plus de tissu, ils essayaient de récupérer des espèces de pseudo... c'est vrai, c'est souvent des matériaux, des déchets, soit des faits divers, soit oui, quelquefois j'ai l'impression de travailler comme un... Parce que aussi c'est des choses de recherche, de perte d'identité, tout ça. Alors on est obligé de malaxer des espèces de détritus, c'est aussi une manière de reculer le moment d'écrire, parce que ça participe d'une rêverie comme ça, un peu paresseuse sur les... C'est comme quelque chose qui, finalement, c'est aussi une forme de paresse, parce que c'est pour retarder
Alors on trouve des prétextes pour consulter des annuaires, d'aller voir une rue et tout ça, mais quelquefois évidemment c'est... Parce évidemment, l'idéal ce serait de ne pas être obligé d'écrire, de se contenter de rêvasser sur des bottins ou sur des rues ou sur des... sans être obligé après de passer à l'acte. C'est un peu comme les gens qui tournent autour d'une piscine quand l'eau est froide et avant de se jeter. Évidemment, ma tendance naturelle, ce serait de continuer à feuilleter à aller à balader ou aller rêvasser comme ça autour d'un lieu ou d'une chose très précise. Il y a une fausse simplicité dans le style de Patrick Modiano, dans ce qu'on a appelé sa petite musique. Derrière ces phrases apparemment lisses et dépouillées se cache un long travail d'épure qui fait penser au repentir du peintre. Comme si pour lui l'extrême concision et précision de l'écriture laissait d'autant mieux le champ libre à la rêverie, libérait les nostalgies, levait les obstacles au travail de la mémoire. C'est une promenade dans un espèce de Paris nocturne, et alors au fur et à mesure les personnages sont comme une espèce de vapeur c'est pas tellement c'est Paris c'est à partir de... Le personnage principal, c'est Paris. Finalement, c'est Paris, oui, c'est Paris, parce qu'au fond, les choses, le temps passe, les gens disparaissent, puis finalement, il ne reste plus que des rues. C'est comme des espèces de phalènes ou des papillons qui sont attirés par la lumière, puis qui disparaissent dans cette espèce de Paris nocturne. Parce qu'évidemment, c'est des gens un peu comme ça qui sont à la surface de la ville, qui sont en transit un peu. Enfin, J'étais arrivé devant l'aquarium, j'ai pris un ticket d'entrée. C'était comme si je pénétrais dans une station de métro. Au bas des escaliers, il faisait noir, mais cela me rassurait. Dans la salle où je débouchais, seuls les aquariums étaient éclairés. Peu à peu, au fond de cette pénombre, je retrouvais le calme. Rien n'avait plus aucune importance. J'étais loin de tout. De mes parents, du collège, du vacarme de la vie, dont le seul bon souvenir était cette voix douce et bruissante à l'accent danois. Je m'approchais des aquariums. Les poissons avaient des teintes aussi vives que celles des autotamponneuses de mon enfance. Rose, bleu turquoise, vert émeraude. Ils ne faisaient pas de bruit. Ils glissaient le long des parois de verre. Ils ouvraient la bouche sans émettre aucun son, mais de temps en temps des bulles montaient à la surface de l'eau. Ils ne me demanderaient jamais de compte. Ce soir-là, nous avions dépassé son hôtel et nous marchions vers le carrefour Montparnasse. Il ne savait plus quel homme il était. Il m'a dit qu'au bout d'un certain nombre d'années, nous acceptons une vérité que nous pressentions, mais que nous nous cachions à nous-mêmes, par insouciance ou lâcheté. Un frère, un double, est mort à notre place, à une date et dans un lieu inconnu, et son ombre finit par se confondre avec nous. La tragédie de la dernière guerre, la mort de son frère Rudy. Les deux événements semblent hanter Patrick Modiano et se superposer en lui avec la même tragique intensité. Après avoir lu le mémorial des enfants juifs déportés de France de Serge Klarsfeld, il évoquera ses souvenirs et ses visages confiants, dont l'anéantissement, dit-il, nous fera éprouver jusqu'à la fin de nos vies une terrible sensation de vide. Et si l'œuvre de Patrick Modiano, en même temps qu'un mémorial sans cesse renouvelé, qu'un combat contre l'oubli, était aussi un interminable travail de deuil. C'est très bizarre de penser que de naître au moment où il y a eu, ou juste après une immense catastrophe, enfin, avec quelques mois d'intervalle,
je veux dire, il suffit d'un lieu, je veux dire. Mais ça, évidemment, ça peut s'appliquer aussi à aujourd'hui ou à n'importe quelle époque. Mais là, évidemment, comme ça se passait en Europe, enfin, de penser oui, que de naître parmi les décombres, mais il y a des décombres. Mais là, évidemment, c'était lié à l'Europe, à la France, à la Hollande ou à des choses très proches. Voilà. Donc, il y a toujours une culpabilité. Et il y a aussi une culpabilité. Oui, c'est des culpabilités aussi. Oui, un mélange de culpabilité. De naître, de vivre, de naître à une époque qui était une époque. Beaucoup de survivants des camps ont éprouvé ce sentiment, et même certains de leurs enfants, ce sentiment de culpabilité. Ce qu'on a appelé le syndrome des survivants. Oui, le syndrome des survivants, oui, on voit ça dans des livres de Primo Levi. Oui, c'est un syndrome des survivants. Évidemment, là, c'est différent parce que il avait. Mais il y a peut-être il suffit peut-être de. Enfin, évidemment, c'est pas pareil si on a vécu les événements. Mais il y a une sorte de sentiment curieux d'être né après la catastrophe. Enfin, c'est assez. Comme s'il fallait en rendre compte, quand même. Comme s'il fallait en rendre compte. Et puis il y a aussi. C'est lié aussi au problème des parents aussi qui ont. Oui, enfin, je veux dire, comme si le fait de respirer, de s'en être sorti, ou de respirer. C'est vrai que c'était dans une certaine mesure, il y a le syndrome d'être compromis, d'avoir survécu, c'est une sorte de compromis. Enfin, c'est compliqué à. Il me reste à ajouter que pour retrouver Patrick Modiano, pour retrouver son œuvre, eh bien, vous composez le 3615 code de France 3. Vous y trouverez tous les titres de ce romancier français. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec un autre grand nom de la littérature française. Il s'agit de Maurice Genevoix. Merci, bonsoir, à mercredi prochain.